Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence consacrée à la modernisation de l'hôpital Édouard Herriot des Hospices civils de Lyon. L'hôpital Édouard Herriot est l'un des principaux sites hospitaliers français et le projet de modernisation de son infrastructure s'inscrit dans la continuité des opérations menées sur l'hôpital ces dernières années pour en faire un hôpital moderne, fonctionnel et ainsi améliorer les conditions de travail des professionnels et évidemment le confort des patients. Une des composantes de la première tranche de rénovation de l'hôpital Édouard Herriot concerne la démolition et la reconstruction du pavillon H. Situé au cœur du site, ce nouveau bâtiment en deviendra son centre névralgique puisque ce pavillon accueillera toutes les installations techniques de l'hôpital, comme les blocs opératoires et les différents lits de soins critiques, de réanimation, de surveillance continue, mais aussi toute l'activité de chirurgie ambulatoire, au cœur de toutes les réflexions et des préoccupations des hospitaliers aujourd'hui. Ce projet de modernisation était très attendu par la communauté hospitalière. L'hôpital Édouard Herriot, œuvre de l'architecte Tony Garnier, est inscrit au titre des monuments historiques, ne répondant plus aux exigences de fonctionnement hospitalière actuelles. Pour nous parler de ce projet, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Bruno Casabad, ingénieur hospitalier, directeur des affaires techniques des Hospices civils de Lyon. Monsieur Casabad, bonjour. Monsieur Alain Benigni, architecte des Hospices civils de Lyon. Monsieur Benigni, bonjour. Et Michel Raymond, architecte, fondateur de l'atelier Michel Raymond, architecte qui a notamment travaillé sur le service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, sur l'Institut de biologie du CHU de Grenoble ou encore sur la restructuration générale du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. J'en oublie évidemment bien d'autres. Nous allons donc débuter avec Monsieur Casabad. Monsieur Casabad, est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord l'hôpital Édouard Herriot et les premières réflexions autour du projet de rénovation de cet hôpital, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. D'abord, bonjour mesdames et messieurs. Il y a quelques visages connus, ce sera plus facile pour nous pour démarrer. L'hôpital Édouard Herriot, c'est une longue histoire qui a démarré en 1900, qui s'est poursuivie. Je ne vais pas vous faire l'historique complet, mais c'est une histoire qui a marqué l'histoire lyonnaise, qui a marqué la ville de Lyon. Qu'est-ce qu'on peut donner comme élément essentiel à travers cette vue aérienne? On voit apparaître Herriot en partie centrale. Et on est dans un site exceptionnel parce qu'à côté, il y a l'université, la fac de médecine, parce qu'à côté, il y a l'hôpital neurologique, l'hôpital cardiologique, l'hôpital du Vinatier, l'hôpital des armées, la fac Rockefeller, plusieurs écoles d'enseignement. Donc c'est un site exceptionnel qui est un hôpital public au cœur de la ville. Je crois que c'est un des points importants. Garder l'hôpital public au centre de la ville, c'était un des enjeux forts et on a choisi de le privilégier. Un des éléments particuliers de cet hôpital, c'est son accessibilité. Par exemple, on est en centre-ville, on a une station de métro, une ligne de tramway et plusieurs lignes de bus qui arrivent au même endroit. Donc pour la vocation d'hôpital général, on est dans un site très bien desservi pour accueillir tous les publics. C'est une histoire aussi longue qui a un peu de mal à démarrer. Le projet d'établissement des années 90, des années noires, est passé à côté d'Herriot, ou inversement, Herriot est passé à côté de ce projet. C'était notre bâtiment le plus ancien et finalement ce sera le dernier à être modernisé. Après avoir fait Croix-Rousse, Lyon-Sud et construction d'hôpital femme-mère-enfant à l'Est, nous avons aujourd'hui donc un dernier vaisseau amiral, si on peut dire, 2000 lits en 1932, 800 lits aujourd'hui, qui est à rénover. En 2000, on a relancé ce projet, mais la situation financière des hôpitaux de Lyon, comme d'autres hôpitaux, d'autres CHU, était particulièrement difficile, donc le projet a été stoppé. Puis, depuis 2009, nous sommes aujourd'hui avec un financement des études du ministère de la Santé en 2009 et des études remises à jour, allégées et accélérées depuis 2007. Et finalement, en 2013, nous avons bénéficié d'un financement exceptionnel de la part de l'État et des collectivités territoriales qui ont permis le lancement réel et complet de ce projet. Alors pourquoi restructurer ce site? C'est une question récurrente. Pourquoi vouloir à tout prix rénover un bâtiment de 1932 alors qu'on pourrait construire peut-être à l'extérieur de la ville un hôpital, un CHU ultramoderne? Parce que d'une part, il a une notoriété qui
est tout à fait remarquable, qui est connu. C'est le premier CHU de province, premier établissement de province, parce qu'il est situé au centre-ville, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et puis, à partir du moment où on a décidé de le conserver, il est urgent de le moderniser. Le concept pavillonnaire, que l'on verra rapidement ou peut-être plus profondément tout à l'heure expliqué, le concept pavillonnaire est du début du XXe siècle et aujourd'hui inadapté. Donc il est nécessaire de le moderniser. Il est nécessaire aussi de modifier les modes de prise en charge. Très clairement, ce qu'on veut dire derrière cette diversification, c'est la prise en compte de l'ambulatoire, et on le verra dans le programme par la suite. Il faut s'adapter aux pathologies émergentes. Là aussi, pour dire ce qu'il y a derrière les mots, c'est peut-être aussi de prendre en compte les surspécialités liées au vieillissement de la population. Et puis, pourquoi le restructurer? Parce qu'aujourd'hui, la dispersion dans le bâtiment, dans cet ensemble de plusieurs hectares, de différentes activités, n'est plus du tout rationnelle. Et il est temps de regrouper les activités. Donc, sur les bases de ces constats et de ces réflexions, un projet médical fort a été déployé à la fin des années 2000 et début des années 2010. Pour faire très court sur ce projet médical, on peut citer les principaux éléments. Le premier, c'est un pôle d'urgence médicale chirurgicale lourde, donc un plateau technique. Un pôle multidisciplinaire de médecine et de chirurgie fortement tourné vers l'ambulatoire, donc nous l'avons évoqué tout à l'heure. L'ambulatoire est évidemment un axe stratégique, à la fois d'un point de vue économique et aussi pour le confort des patients. Une filière digestive et hépatique renforcée sur ce site avec de l'imagerie interventionnelle dernier cri. Une recherche permettant le regroupement des transplantations rénales et pancréatiques. Et puis l'excellence en matière de gériatrie pour prendre en compte le vieillissement qui, je crois, est assez répandu aujourd'hui. Enfin, la partie ambulatoire santé publique qui sera peut-être en deuxième partie de ce projet. Donc ces axes forts du projet médical concernent l'ensemble des bâtiments du site et en particulier le pavillon H. Alors pour faire une transition très brutale entre le concept du projet médical et sa traduction opérationnelle, nos projets d'investissement qui sont rattachés, en tout premier lieu, c'est souligné en violet, c'est le plateau technique. Donc c'est la construction d'un nouveau bâtiment, le nouveau bâtiment H, qui se situera au centre de l'établissement. C'est le bâtiment en mauve sur la diapo. Oui, c'est la même couleur. Donc c'est le bâtiment en mauve sur la diapo, dont le maître d'œuvre, l'équipe de maîtrise d'œuvre, M. Raymond, et le cabinet TPS assurent une mission complète en MOP. Ils ont été choisis sur un concours il y a maintenant 1 an et demi. Et le dossier est bien avancé. Donc ils en parleront beaucoup mieux que moi. Donc ce projet plateau technique s'accompagne d'opérations connexes. La libération du pavillon, bien entendu, avant de le démolir, de le reconstruire, il faut le libérer. Donc ça nous amène à avoir plusieurs opérations de relocalisation sur pavillon L en particulier, sur E, des activités d'hépatogastro aujourd'hui concentrées sur H. Parallèlement, et vous l'avez vu dans le projet médical, nous avons la restructuration du pavillon N dédié aux urgences qui est engagée aujourd'hui, qui est à un stade un peu moins avancé que le H. Nous avons un développement et un renforcement de l'imagerie programmée sur le pavillon B. C'est un bâtiment destiné pour l'avenir à conserver toute cette imagerie programmée avec un programme de modernisation important des appareils. Nous avons, de façon un peu provisoire, mais pour quelques années, l'installation de l'imagerie interventionnelle au pavillon G. À terme, elle reviendra dans H quand H sera livré. Nous avons, et c'est une caractéristique de l'hôpital Édouard Herriot, un réseau de galeries en souterrain, pour les galeries normales, un réseau de galeries dont on fera une extension afin de relier le pavillon N et le pavillon H. Alors ça, c'est pour voir si vous avez suivi. Voilà. Et puis en attendant d'avoir la fin du projet, nous allons rénover plusieurs unités d'hospitalisation. Alors pourquoi citer ces opérations? Parce qu'elles génèrent, on le sent bien, une complexité opérationnelle réelle et sérieuse. Phase 2, à l'horizon 2020-2050, nous attaquerons la partie hébergement avec le concept de création de 2 pavillons destinés à l'hébergement, mais uniquement à l'hébergement, c'est-à-dire des lits, pas de consultation, pas d'activité autre que de l'hôtellerie. Ce sera positionné
dans les pavillons EF qui sont en bleu ciel sur la diapo. Voilà. Alors, ces quelques lignes, quand on donne le montant des investissements, on est à 150 puis 120 millions d'euros. Ça donne une idée de l'ampleur du projet. Et quand on regarde le tissu urbain propre à l'hôpital, on sent bien que ça ne va pas être simple. Donc, pour exécuter, pour dérouler ce projet, nous avons lancé une planification des programmes. Je ne vous ai pas mis tous les MS Project en stock, évidemment, mais on s'est attaché à ce que la planification soit rigoureuse et tenue et suivie. Voilà. La bonne nouvelle, et je crois qu'on est tous très contents, c'est que par rapport à notre programmation de décembre 2011, où on a passé aux instances ce projet, on est conforme au programme. Ce qui est dans nos métiers hospitaliers, pas toujours le cas, même chez nous. Voilà. Donc, pour dire un peu l'avancement et la complexité, pavillon H, on l'a vu, le concours 2012, APS, APD, je regarde M. Raymond, 2013, validation de l'APD phase pro début 14, appel d'offres travaux fin d'année, et parallèlement à ça, lancement de l'appel d'offres des constructions, désamiantage en cours actuellement, pour un début de désamiantage à fin 2014. Jusqu'à là, tout va bien. C'est pas sans difficulté, mais tout va bien. Et alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter dans les quelques opérations connexes? Nous avons, dans ce site urbain, une difficulté réelle, c'est les voitures. C'est un site qui est saturé de voitures. Quand ça a été construit en 1932, il y avait quelques voitures avec des chevaux devant. Depuis, ça s'est complexifié très sérieusement. Donc on imagine bien que sur un site où il y a 1000 places identifiées et 1500 personnes qui se garent tous les jours, mettre un chantier aussi conséquent que celui qui arrive n'allait pas être chose simple. Donc on a un sous-projet, il s'appelle mise en stationnement payant de l'hôpital Édouard Herriot. Donc on est en train de déployer pour la fin de l'année 14 la mise en place de barrières et un système de péage qui nous permettra de réguler l'accès des voitures, que ce soit visiteurs, patients ou ateliers, et accessoirement quelques recettes subsidiaires. Nous avons d'autres activités qui vont aussi être décalées. Le pavillon L a fait un rondement mené qui est aujourd'hui en cours de travaux. Donc comme vous l'avez suivi, cette affaire doit être terminée pour la fin 2014. Aujourd'hui, le chantier est conforme au planning prévu. Et on espère tenir jusqu'au bout et donc pouvoir transférer les patho-gastro dans L au mois de novembre cette année. Idem pour le pavillon E, le chantier est en cours aussi. Chaque chantier, on peut dire aussi, c'est un petit morceau de bravoure, puisque c'est un site occupé. Il y a de l'amiante, évidemment, on en a partout. Et on a les monuments historiques, mais Alain en parlera plus précisément, qui sont très exigeants sur le niveau de restitution. Nous avons donc les autres pavillons, N, les urgences, on en parlait. Je ne vous parle pas du dévoiement des réseaux, puisque comme vous l'avez vu, ce bâtiment est situé au cœur du site. Et donc le dévoiement des réseaux doit être bien fait pour maintenir en activité le reste de l'établissement. Je vous remercie, Monsieur Casabat, pour cette présentation Non détaillée. Je vais donner la parole maintenant à Alain Benigni, qui est l'architecte des Hospices civils de Lyon, et qui va s'exprimer sur les enjeux urbanistiques d'un tel projet, la nature également des négociations menées autour de l'étude patrimoniale, et le lien avec les services de l'urbanisme de la ville de Lyon et les monuments historiques. Monsieur Benigni, la parole est à vous. Je vous remercie. Le temps passe très vite, donc on va essayer de faire rapide aussi pour que Michel Raymond ait des éléments à vous donner sur ce merveilleux projet. L'hôpital pavillonnaire, donc Tony Garnier, construit par Tony Garnier, ouvert en 1933. C'est quand même 15 hectares en centre-ville, 160 000 mètres carrés. Il y a 22 pavillons, on va dire, médicaux et une trentaine de bâtiments logistiques qui accompagnent la totalité, tout ça dans une enceinte bien fermée. Pour arriver à coller et à réfléchir sur le devenir de la modernisation de l'hôpital Édouard Herriot, et on a mis en place une équipe pluridisciplinaire. Et ça, c'est important parce que c'est une équipe qui a été constituée, en tout cas les composants de l'équipe ont été reconstitués à chaque étape du projet, puisque le projet date globalement des années 2000, le premier projet, avec à chaque fois donc, des représentants du corps médical des Hospices civils de Lyon, des prestataires externes choisis pour leurs compétences, je salue ICAD au passage, les architectes Boé Vanek, Archipad, Vilien Bonnet, vous savez lire. Et puis, nous avions aussi des partenaires spécialistes du patrimoine, que sont le service départemental de l'architecture et du territoire, donc je le cite, hein, l'architecte des bâtiments de France, la DRAC, puisqu'on a une partie qui est inscrite, une partie qui est protégée donc dans un périmètre, l'autre qui est inscrite, donc la DRAC avec la conservation régionale des monuments historiques,
À un moment, inévitablement, c'est remonté au ministère de la Culture. La ville de Lyon, le Grand Lyon, le Citral, qui sont des partenaires institutionnels de la ville et qui sont aussi intéressés par l'institution que nous représentons, puisqu'on est quand même au service de la population et que nous sommes établissement hospitalier. La démarche de programmation progressive et interactive, j'en veux pour exemple cet élément-là. Les blocs opératoires, parce que c'est vraiment le pavillon H qui regroupe tout ce qui est plateau technique à l'intérieur de l'hôpital. À gauche, vous avez la situation aujourd'hui. On a 34 salles d'opération dans 10 pavillons et 64-65 lits de soins critiques qui sont répartis dans 4 pavillons. Aujourd'hui, ça c'était l'image conçue en 1933 par Tony Garnier avec un répondant aux exigences de programmation du moment qui était qu'il y avait autant de pavillons qui avaient de spécialités, des pavillons de chirurgie, des pavillons médicaux. Dans les pavillons de chirurgie, on retrouvait des blocs opératoires et on a pu pendant 70 ans vivre en exploitant les blocs opératoires tels qu'ils étaient conçus. Demain, quand on a envisagé la modernisation, c'est plus possible d'avoir cet éparpillement de blocs opératoires. Donc l'objectif était de regrouper les blocs opératoires en un lieu unique. 20 salles d'opération. Et les soins critiques, ça fait un bâtiment d'environ 20 000 m². Quand on interroge les médecins, 20 000 m², il faut que ce soit un seul plateau sur un seul niveau en plein centre de l'hôpital. Alors le centre de l'hôpital, ok, on est arrivé à trouver quelque chose, mais 20 000 m² de plein pied, c'était pas possible. Donc on a dit non, il y a des contraintes patrimoniales, il faut les coller avec les contraintes médicales et voir comment les choses peuvent évoluer. Donc d'un ensemble bloc opératoire de 20 lits sur un seul plateau, on a dit, il n'y a pas la possibilité, la surface n'est pas disponible pour faire les 20 000 m² d'un coup, répartissons ça en éléments plus petits. Donc les blocs opératoires ont été répartis sur 2 niveaux, et finalement, ça n'a pas été une mauvaise chose, puisque des 2 niveaux, donc ça fait 8 et 12 blocs opératoires, il y a un niveau dédié aux urgences, un niveau dédié à ce qui est plus traditionnellement programmé. Donc simplement pour vous dire qu'à chaque fois, à chaque étape de la réflexion, il y a eu un aller-retour entre le patrimoine, ce qu'il pouvait apporter, les exigences médicales et le retour aux exigences médicales qui ont été globalement revues. Bon, vous avez compris que l'hôpital Tony Garnier, c'est un patrimoine en héritage pour les hospices civils de Lyon qui le font vivre depuis à peu près 70 à 80 ans. Hop, pardon. Hop. Cet établissement n'était pas protégé au titre des monuments historiques, hormis quelques éléments distincts, enfin des éléments isolés. En 2006, on est arrivé à une inscription complète du site, moins 6 pavillons sur lesquels il y avait la possibilité de faire le projet tel qu'il était envisagé. Alors ce qu'on peut voir quand même à l'intérieur du classement de 2006, c'est la trame de composition, disons le plan masse de l'œuvre de Tony Garnier, qui était déjà présent dans ses études lorsqu'il a imaginé sa cité industrielle. Le réseau souterrain qui relie tous les pavillons entre eux, et puis bien sûr la qualité des bâtiments. L'intérieur des bâtiments, lui, n'est pas protégé. L'inscription est accompagnée d'un protocole qui nous autorise une certaine marge de liberté sur la rénovation des pavillons qui ne sont pas protégés. Je vais venir avec une image, vous allez voir tout à l'heure. En tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'à chaque intervention sur le site, c'est soumis à l'accord de la DRAC et du STAP. Rapidement, ça c'était la protection hétérogène monument historique qui datait donc avant 2006. Ce qui est en bleu, c'était les éléments qui étaient inscrits. En orange, des éléments qui étaient, qui étaient à faible intérêt architectural. Et puis la partie bleu ciel, oui, bah, en bleu, ce qui est inscrit, c'est la périphérie, et le pavillon D qui est inscrit parce qu'il est dans son jus d'origine. En 2000, on a donc lancé une analyse historique du site, un repérage des éléments inscrits, une analyse de l'environnement, une analyse de stationnement, les moyens de circuler à l'intérieur du site. On a fait un diagnostic aspect et typologie des bâtiments, un relevé topo, un relevé de la qualité de la construction des bâtiments, ce qui nous a amené en 2006 à établir donc une protection globale du site, plus un protocole. Ça, c'est l'image, c'est le plan qui accompagne le protocole, qui permet d'identifier EFHIPV, qui sont des bâtiments sur lesquels on a autorisation de réfléchir, voire de démolir. Et les autres pavillons sont des pavillons sur lesquels il y a une fiche qui définit très précisément le niveau de restructuration à suivre pour une intervention sur ce pavillon. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que pendant 80 ans, le site il a vécu. Donc ce ne sont pas les pavillons d'origine qui sont aujourd'hui présents sur le site. Heureusement, on a eu l'autorisation de faire des extensions ou des surélévations. Il y en a certaines qui ont été faites de façon qualitative, et d'autres qui sont faites de façon à ce qu'aujourd'hui, quand on se pose la question, on peut tout de suite conclure au fait qu'il faut les démolir. Donc pour chaque pavillon, on a cette fiche qui permet de récapituler les marges de manœuvre possibles.
Les principales contraintes patrimoniales, je vais passer très vite avant de laisser la parole à monsieur Raymond. L'écriture pavillonnaire du site est une chose très importante, bien sûr, et je trouve que le projet, vous allez le comprendre tout à l'heure, exploite ce côté pavillonnaire, même 80 ans après, et même si aujourd'hui on n'est plus sur des plateaux techniques qui sont plutôt contigus, on voit qu'on arrive à avoir une réécriture intelligente du site. Les 3 plateaux du site, on n'y touche pas. Les axes de composition sont des éléments très forts qui définissent le plan masse, qui délimitent des ténements sur lesquels il y a des pavillons. Ces pavillons sont plus ou moins importants. Celui qu'on envisage de faire, qui répond à une programmation de plateau technique, est un pavillon d'ampleur de surface plus importante que les pavillons d'origine, bien entendu. On a tout ça qui est dans un environnement paysager. Il y a un espace boisé sur le site. On a de la végétation qui est à proximité des pavillons aussi, qui donne la qualité du site global. Et puis sur les pavillons qui sont conservés, on a des éléments significatifs de l'architecture de pavillons qui viennent aussi compléter la qualité du site. Et pour terminer, pour vous dire quand même que le projet exploite le patrimoine au service des avancées médicales, une phrase, mais ce n'est pas qu'une phrase, parce que la réalité sur le site fait qu'on a un plateau technique en partie centrale, qui est l'objet du concours qui a été confié, du projet confié à Michel Raymond. Et puis sur la périphérie, on exploite la qualité des pavillons existants, à savoir aujourd'hui que sur tout ce qui est rouge et jaune, globalement, on reste dans l'emprise des pavillons d'origine. Et sur la partie bleue, c'est une partie sur laquelle on a autorisation, dans le cadre du protocole, à réfléchir sur une éventuelle démolition. Ceci dit, c'était acté en 2006, à un moment où on avait besoin d'environ 500 à 800 lits sur le site. Aujourd'hui, avec l'ambulatoire notamment, le nombre de lits va décroître dans les années à venir. On aura plus besoin de places ambulatoires, places d'hospitalisation que de lits en tant que tels. Donc des 500 lits, on risque de descendre considérablement la nécessité d'hôtels d'hébergement et on aura peut-être la possibilité de mettre tout ça dans des pavillons existants. Merci. Monsieur Benigni, je vous remercie. Comme vous l'avez compris, la finalité du village des architectes, de cet espace de conférence et votre présence, c'est justement de partager les réflexions entre les concepteurs et les acteurs d'un projet. Je vais donc donner la parole maintenant à monsieur Michel Raymond, architecte. Monsieur Raymond, quelles sont les grandes lignes architecturales et urbanistiques de ce projet? Vous pouvez y aller. Petit suspense. Ça marche là? Oui, ça marche. Je vais développer ces choses-là un peu de manière globale en racontant d'abord, il y a une équipe de maîtrise d'œuvre qu'on voit ici affichée parce que c'est forcément un travail d'équipe. Donc d'abord au niveau des architectes, où Alain Benigni a bien expliqué le site très particulier, un site inscrit à l'inventaire supplémentaire et donc on est 2 architectes sur cette opération. Moi qui suis mandataire et puis l'atelier François Chatillon qui est un architecte en chef des monuments historiques avec qui on a travaillé le projet et de manière très précise, on vous le montrera tout à l'heure. Ensuite, le bureau d'études qui s'appelait à l'époque Technip TPS et qui s'appelle aujourd'hui WSP parce qu'il a changé de nom, mais c'est vraiment les mêmes têtes, les mêmes gens, les mêmes ingénieurs et la même qualité de collaboration, on va dire. EOD ingénieurs qui ont aussi changé de nom, qui s'appelait CSD à l'époque, pour la question environnementale, un économiste, GBA Eco, Frédéric Reynaud, un paysagiste, vous allez voir l'importance du paysagiste dans ce projet, dans cet hôpital qui est une cité-jardin. Et enfin 2 conseils hospitaliers, parce que rien n'est meilleur que d'être conseillé pour faire un bon projet, Éric Giroux et Bernard Longefay. Qui nous ont corrigé notre projet tout au long du concours. Parce que pour gagner un concours, il faut être les meilleurs partout. On a essayé. Bon, ça n'a pas été facile. Voilà. Donc le site. Le site, un site de 15 hectares. Une image qu'on a redessinée nous-mêmes. On ne l'avait pas trouvée dans les archives. On connaissait l'image de Tony Garnier de la cité industrielle. Et on l'a redessiné comme on faisait les perspectives il y a 20 ans. On a été rechercher notre perspecteur de nos perspectives de Concorde il y a 20 ans, qui dessinait à la main. Et on a refait ce dessin et on a mis notre projet au milieu. On a seulement mis un hélicoptère qui n'existait pas du temps de Tony Garnier, parce que il y avait peut-être des voitures avec des chevaux de vent, mais il n'y avait pas des avions avec des chevaux de vent à l'époque. Et donc voilà, et en zoomant, on arrive sur le bâtiment principal.
Et on voit un peu, en restant sur cette image-là, la qualité du site qui est très particulière. D'abord, c'est un site fermé, un site clos, avec un mur qui accompagne les voiries, un site qui a un périmètre de mur qui est un projet en soi, qui est une chose absolument merveilleuse, parce que c'est un site qui est composé de son centre, avec des pavillons orthogonaux, orientés est-ouest, nord-sud. Tous les pavillons sont héliotropes, c'est-à-dire que ce sont des U qui sont tous tournés vers le sud. C'est un ensemble urbain, mais c'est un mélange d'ensemble urbain avec des îlots, mais tous les îlots sont en même temps des immeubles modernes, complètement tournés vers le soleil. Et c'est l'assemblage de ces deux idées-là qui fait que le travail de Tony Garnier est complètement unique. On est en pleine charnière de modernité, encore une fois un peu l'espace urbain 19e et déjà l'espace orienté héliotrope, totalement héliotrope du 20e siècle dans le même projet. Et donc quand on passe dans les rues, par exemple ici, on voit tous les creux des pavillons tournés vers le soleil, les cours qui sont tournés, et alors qu'à droite on a des façades nord qui sont toutes plutôt assez rigides et raides. Donc cet ensemble orienté, c'était une grande qualité, une grande homogénéité, une grande structure. Tous les pavillons sont tous différents, mais tous pareils en même temps. C'est ça qui est aussi très étrange, qui fait le pittoresque du site. Et par là-dessus, quelque chose d'incroyable, c'est cette cité-jardin. Donc tous les pavillons sont reliés en dessous par un système de galeries. C'est une image qu'on verra à la fin, mais en attendant, ils sont reliés par des rues qui, à l'époque, étaient assez vides. Tony Garnier ne savait pas dessiner les voitures ni les chevaux, donc il dessinait rien. Par contre, il savait très bien dessiner les arbres. Et il dessinait, donc ça c'est nous qui l'avons dessiné, c'est pas lui, mais il dessinait des arbres merveilleux. Et c'est vraiment, quand on se promène, on a autant l'impression d'être dans une cité-jardin, oui, un parc, qu'un hôpital. Et ça fait une qualité de vie, c'est vrai que c'est très inhabituel par rapport à un hôpital moderne, comme certains hôpitaux qu'on voit sur les murs autour de nous, mais c'est en même temps quelque chose qui est extrêmement humain. Et comme c'était le deal de faire, je pense qu'on a utilisé ça complètement, ce site merveilleusement humain et en même temps le plus moderne possible. Voilà. Donc voilà une des images du pavillon. On a donc complètement démoli un pavillon qui devait faire en mètres carrés au sol, je ne sais plus, enfin on a fait quelque chose qui aujourd'hui fait 50 mètres par 100 mètres d'emprise au sol. On a rempli au maximum l'emprise au sol autorisée, sachant qu'on avait 18 000 mètres carrés à mettre sans compter les parkings et tous les trucs en sous-sol, et que forcément un hôpital, d'autres concurrents se sont essayés à d'autres solutions, mais je pense qu'ils n'avaient pas forcément raison. On a cherché à mettre en sorte qu'il y ait le moins d'étages possible. Le plus de choses sur le même étage. C'est-à-dire, on a tout réparti le programme sur 4 niveaux, alors qu'il y avait, on a fait nous-mêmes des simulations, on aurait pu répartir le programme sur 5 niveaux, 6 niveaux, etc. Comme on est dans un bâtiment où, comme il a été dit tout à l'heure, on n'a que c'est un plateau technique, bloc opératoire, soins critiques, imagerie interventionnelle, hospitalisation de jour et hospitalisation post-urgence. Ce sont des choses qui ont besoin d'être reliées les unes aux autres extrêmement facilement. Et donc le plan, on va le voir tout à l'heure, est très... on ne va pas bouger ça, je vais dire un mot sur cette image. Le plan est extrêmement rigoureux pour mettre en relation les choses dans l'urgence, de plein pied, avec un minimum de points de montée verticale, parce que d'abord, il n'y avait pas beaucoup de place sur le terrain pour mettre plein de circulations et plein d'ascenseurs, et ensuite, ça coûte de l'argent. Une chose sur cette image, c'est un pavillon qui ne copie pas l'architecture de Tony Garnier parce qu'on ne reconstruit pas l'architecture, mais qui est en sympathie avec elle. Alors d'abord dans les gabarits qui étaient imposés, et ensuite dans une approche de l'architecture qui, moi, qui est assez une revendication forte pour moi. C'est quand on fait un bâtiment, il y a des gens qui habitent à l'intérieur, il y a des gens qui y vivent, il y a des gens qui y travaillent, et donc qui ont besoin de la lumière et qui ont besoin des vues. Ce bâtiment-là, tous les blocs opératoires, sauf 4. Sur les 20 blocs opératoires, il y en a 4 qui n'ont pas une lumière naturelle directe. Sinon, il y a des lumières partout. Donc c'est un bâtiment avec des fenêtres. Et ça fait bizarre parce qu'aujourd'hui, on construit beaucoup de bâtiments que moi j'appelle avec des burkas, où on ne sait plus voir les fenêtres. Et donc, comme si on avait honte des fenêtres et honte des gens qui étaient derrière. Donc, moi, j'aime faire des bâtiments avec des fenêtres.
Tony Garnier faisait des fenêtres, ce sont des bâtiments avec cette géométrie héliotrope, et puis des grandes fenêtres, parce qu'à l'époque, la lumière, c'était réputé comme une qualité d'hygiène, de confort, de luxe, de modernité. Ben, on a repris tout simplement ça avec un système de protection solaire, bien sûr, très, très maîtrisé, puisqu'aujourd'hui, les protections solaires sont une chose capitale à résoudre pour éviter des inconforts terrifiants, quoi. Donc voilà une des façades, un bâtiment qui en soi est très linéaire et qui en fait est recoupé par une série de césures verticales, ici ou là par exemple, qui correspondent à des entrées dans le bâtiment ou des éléments de programme qui sont en saillie pour retrouver le système vertical des pavillons de Tony Garnier qu'on a de l'autre côté. Tony Garnier, en 2 mots pour finir là-dessus, c'est quelque chose de très horizontal. La plupart des pavillons c'est R+1, c'est incroyable, sauf que c'est des étages de 5 mètres et quelques. Nous, on a fait R+4, plus les sous-sols. Mais on a tout fait pour que, même si le bâtiment était 50 mètres par 100 mètres, pour donner l'apparence de la verticalité. C'est ça qui donne la sympathie avec l'architecture de Tony Garnier. Sinon, même couleur d'enduit, etc. Et même type de rythme architectural, de proportion. Voilà. Voilà. Donc, l'autre image. On va tourner. Voilà, donc on voit un peu le programme, 4 niveaux de fonctionnels, un niveau d'étage technique et une hélice-station sur le toit, et plus 2 niveaux de sous-sol, un demi-parking et un parking entier. C'est-à-dire qu'en tout, pour résoudre le problème de circulation du site, on nous avait demandé de mettre le plus possible de parking. On en est aujourd'hui à 210, je crois. Ça a diminué un petit peu entre le concours et maintenant, parce qu'il y a quelques poteaux, malgré tout, qui, dans une zone sismique, les poteaux envahissent des fois un peu les plans. Une partie de vestiaire à rez-de-chaussée, et puis le bloc H24 relié avec les urgences lourdes et le déchocage lourd, le bloc H12 relié à l'hospitalisation de jour, les étages de soins critiques et un étage d'hospitalisation post-chirurgicale, et 2 patios, très simplement traités, et l'hélice-station sur le toit. Donc, encore une fois, minimum d'étages, 2 ascenseurs logistiques, 2 ascenseurs malades, 2 ascenseurs visiteurs et 2 ascenseurs d'urgence extrême, d'axe rouge, quoi, avec chaque fois les dimensions correspondantes. Et un plan qui est le plus simple possible. Alors on va peut-être passer rapidement sur les plans parce que sinon on va être long. Alors voilà, ça c'est une chose importante dans le projet. On a vu, peut-être on revient juste sur l'image d'après pour vous montrer d'où là, c'est cet espace-là qu'on voit dans l'image d'après. On nous avait demandé, monsieur Janson, qui a fait le programme, avait demandé une liaison entre les 2 blocs qui étaient dissociés sur les 2 niveaux. Donc le bloc H24 et le bloc H12. Il nous était demandé de les dissocier sur 2 niveaux et de créer une liaison interne dans le parcours stérile, quoi, entre les 2 blocs, pour les anesthésistes en particulier, les médecins qui puissent aller d'un bloc à l'autre sans ressortir et repasser par le vestiaire les filtres. Et donc on avait un patio, et dans le patio on mettait un escalier. Puis au fur et à mesure du projet, on s'est aperçu que ce patio ne pouvait pas rester comme ça. De toute façon, un patio, on n'allait pas faire passer des brouettes au travers du bloc opératoire pour aller entretenir les herbes du patio. Donc on a cherché une autre solution. Une autre solution est venue, ça. C'est-à-dire que le patio, on a mis une verrière au niveau du plancher du plancher haut du premier étage. Et on a mis l'escalier dedans et on en a fait un salon, c'est-à-dire que c'est une pièce dédiée aux chirurgiens et au personnel du bloc, avec des fauteuils en cuir forcément, hein, c'est prévu comme ça, chromé pas forcément, mais en cuir en tout cas, de toutes les couleurs, et qui est un espace de détente entre 2 actes chirurgicaux où le personnel peut se retrouver ensemble, travailler, répondre à des mails sur son iPad, etc. et avoir un lieu de rencontre. Je ne fais pas des hôpitaux, moi, depuis très longtemps, mais il y a ma chef d'agence, c'est moi, elle refuse d'en faire parce qu'elle trouve qu'on est d'abord des architectes, hein, on est fonctionnalistes, mais aussi on est architectes, parce qu'on aime bien l'espace, quoi. Et c'est vrai que dans un hôpital, on a construit un hôpital Villeneuve-Saint-Georges qui fait, je sais pas quoi, 40 000 mètres carrés. J'ai été très surpris de voir que dans un hôpital, la salle la plus grande, c'est le bloc opératoire ou la SSPI à la rigueur. À l'inverse d'un bâtiment d'architecture où, quand on fait un théâtre, il y a une salle de théâtre géante et le reste sont des petites annexes, quoi. Et donc là, on a eu l'occasion de faire un vrai espace qui est vraiment utile. Je pense que dans le concours, la direction de l'hôpital l'a vraiment jugé comme un élément fort du projet et pas comme un élément, une idée tordue d'architecte qui cherche à caser son ego.
parce que ça ne sert à rien dans un hôpital, l'ego de l'architecte. Et donc ça a été vraiment perçu comme un élément fort de ces blocs. Enfin, 20 blocs réunis dans un même endroit, c'est pas tous les jours quand même. Et avec un élément comme ça de confort, de lumière, ça donnait vraiment une dimension étonnante. Alors, en plus de la qualité assez moderne de ce qui va se passer dans ces blocs-là. Et voilà. Donc les niveaux, on peut dérouler les niveaux rapidement. Le sous-sol, bon, c'est un système classique. C'est le deuxième sous-sol. Le premier sous-sol avec les vestiaires et autres. Et là, on commence, voilà, les vestiaires, les locaux techniques. Alors, pas très commode de mettre des blocs opératoires au premier, au deuxième étage, avec encore de l'hospitalisation au-dessus. Donc sous le bloc, il y a des locaux techniques. Au-dessus de l'autre, il y a des locaux techniques. Il y a des gaines verticales énormes qui relient tout ce monde-là. Les locaux techniques sur le toit sont contraints en hauteur par l'architecte des bâtiments de France avec qui on a beaucoup travaillé puis par ses recommandations d'origine. Donc je crois même que certaines machines de clim sont obligées d'être couchées sur le côté parce que sinon ça ne tenait pas dans le gabarit pour avoir quand même une hauteur suffisante de dalle à dalle. Ça a été vraiment... tous les hôpitaux, c'est un peu comme ça. Hein. Tout le monde, tous ceux qui font les hôpitaux travaillent de la même façon, hein, comme de la chirurgie, quoi. Enfin, voilà. Et donc voilà, le rez-de-chaussée avec un premier niveau de soins critiques, le premier bloc où on voit les salles, les 8 premières salles de bloc H12, l'arrivée des urgences, le déchocage lourd, une radio qui est au milieu à la fois accessible soit par-dessous, soit en surface par le hall d'accueil, le seul petit hall d'accueil public qui est là, qui monte à l'HA, qui est au premier étage, et accessible également par le déchocage lourd qui est ici, qui vient soit de l'hélistation sur le toit, soit par des ambulances par ici. Donc un système très simple, donc deuxième niveau où on a le bloc H12, l'endoscopie, la grande SSPI, non, reste sur le niveau de, voilà, la SSPI, l'hospitalisation de jour et l'imagerie interventionnelle qui est intégrée au bloc, ce qui est un peu une nouveauté. On a eu dans le programme, on n'a pas tout à fait compris comment ça marchait au début, c'est après qu'on a compris mieux comment ça marchait. Et tout ça dans un système de plan où on voit bien que les circulations sont délibérément extrêmement simples. C'est un plan où on trace des lignes droites et tous les redans pendant le projet ont été combattus radicalement. Ce qui fait qu'on arrive à un ratio entre la surface utile et la surface d'en-œuvre qui, pour les architectes, parlent assez inférieur à 1,4. Ce qui, pour un hôpital, est pas mal quand même. On n'avait pas le choix, donc c'est bien, ça aide. Voilà. Et alors on voit l'espace du salon des blocs. Non, sur ce plan-là. On voit aussi un endroit, une chose où on le voit à l'étage au-dessus. On n'a pas mis le plan ici pour aller vite. Mais autant il y a les fenêtres pour les différents lieux, les patios amènent des fenêtres, il y a très très peu de locaux qui n'ont pas de lumière naturelle directe, et il y a en plus beaucoup de circulation, comme ici, des zones d'attente, qui ont des lumières naturelles directes, qui amènent la lumière directement dans les locaux. C'est un bâtiment très compact et qui en fait, par des tas d'astuces dans tous les sens, est extrêmement lumineux à l'intérieur par sa vie intérieure. Voilà. Donc après, après les niveaux montent, voilà, l'étage qui est en retrait, avec encore des locaux techniques qui sont intégrés dans le volume du bâtiment, parce que bien sûr, en étant monument historique, les terrasses sont traitées avec autant de pureté que l'étaient les terrasses de Tony Garnier avant que la VMC soit inventée. Donc les éléments techniques, là, c'est rien, quoi. C'est rien. On a même les dalles sur plot qui sont données. Oui, c'est vraiment la 5e façade, mais historique, quoi, carrément. Parce que les dalles sur plot le modèle de dalle sur plot est donné par M. Franceschini, architecte des bâtiments de France, avec, voilà. Donc l'étage de toiture, voilà. Voilà. Et sinon, il y a encore une ou deux images. Voilà, donc là, on voit le réseau qui a été évoqué tout à l'heure, qui a une image amusante, qui est le réseau des galeries. Ce réseau des galeries, il y a 2,5 km, 2,7 km, je crois, de galeries, qui est la particularité, l'hôpital pavillonnaire dans son parc, et en même temps relié par, c'était la nouveauté, l'invention de Tony Garnier de l'époque, enfin il n'était peut-être pas le seul à avoir inventé, mais c'était à l'époque une grande modernité de cet hôpital, et qui aujourd'hui continue à fonctionner. Alors c'est vrai que c'est un peu étrange, parce que dans ces galeries, tout passe...
la poubelle, le malade, les vélos, les mobylettes, tout le monde passe dans la même galerie. Ça fonctionne comme ça, c'est une ville dessous. On est vraiment dans une petite ville et les galeries par moment passent le long de... Voilà, c'est le pavillon qu'on va démolir, non celui-là, voilà. Mais celui-là va être réhabilité comme ça. Les galeries passent de temps en temps dans des cours anglaises qui sont en -1 et qui donnent la lumière dans les galeries. C'est-à-dire que les galeries ne sont pas toujours dans le noir quand même. Voilà. Et puis toutes les galeries arrivent à la morgue dans le coin là-bas. Voilà. C'est extrêmement, extrêmement fonctionnel dans un plan qui ne semble pas, qui semble être une ville classique, quoi. Voilà. Et c'est tout, je crois. Voilà. Et donc après, une dernière chose, parce que ça c'est aussi très important. Dans notre mission, on avait une mission de maîtrise d'œuvre pour construire ce bâtiment, et on a aussi une mission de réflexion sur l'ensemble du site. Ces modes de circulation, Alain Bellini a raconté tout à l'heure, ou M. Casaba, je ne me souviens plus, sur le stationnement. Donc il est prévu que le stationnement à terme soit réduit, en comptant les voitures qu'on va mettre en sous-sol, soit réduit de plus de la moitié. Donc il y a un certain nombre de voies qui vont redevenir piétonnes. Les végétaux vont pouvoir se développer mieux, vont être replantés correctement, même si notre mission s'arrête à cet enclos-là. On a une mission de réflexion sur l'ensemble. Et par exemple, en ce moment, on réfléchit à quel nouvel éclairage extérieur on va proposer, qu'on va mettre en place sur le bâtiment. Puis à chaque bâtiment rénové futur sera, après accord de tout le monde, sera mis en place sur l'ensemble du site, puisque notre bâtiment, et c'est là où c'est intéressant, et pour conclure là-dessus, médicalement, c'est le nouveau cœur de l'hôpital. Avant, il y avait des éléments techniques un peu partout. Là, tout est réuni. Donc, on refait le nouveau cœur. Et architecturalement et du point de vue urbain, c'est aussi un nouveau cœur. C'est le renouveau de tout le site. C'est-à-dire à partir de ce cœur-là, la vie nouvelle va se remettre avec les financements qui sont possibles par les temps qui courent, qui ne sont pas forcément les meilleurs moments du monde, mais ça va être quand même le renouveau du site qui va être permis grâce à cette nouvelle vie qui est radicalement insufflée dans tout ce bel espace. Voilà. Je vous remercie, M. Raymond. Il nous reste 2 petites minutes pour ne pas réduire l'hôpital de demain à un simple concept. Monsieur Raymond, j'ai une question à vous poser. Quelle vision est-ce que vous avez de l'hôpital de demain au regard de l'expérience que vous avez, hospitalière ou non, de l'art que vous exercez aujourd'hui? Ça, c'est une question compliquée. Je ne sais pas répondre comme ça. Moi, ce que je sais, c'est que les hôpitaux sur lesquels je travaille sont que des situations comme des moutons à 5 pattes. Je travaille sur l'hôpital de Saint-Cloud, où je dois aller tout à l'heure, où c'est pareil, c'est un hôpital de centre-ville, dont certains bâtiments auraient pu servir à Chabrol pour tourner un film au moment de la guerre de 14, tellement ils étaient dans mauvais état. Et donc on reconstruit un hôpital moderne dans un centre-ville, à 2 pas de l'église, d'un monument, contre une église, une chapelle faite par M. Pic, architecte de Marie-Antoinette. Donc c'est une manière moderne aussi de refaire un hôpital de centre-ville, d'une ville historique. Et il y a une stratégie, il y a un type de bâtiment. On ne raisonne pas avec des plans avec double circulation, parce que dans plein centre-ville, on raisonne avec des bâtiments peu épais. On s'adapte. À Saint-Antoine, j'ai eu à réfléchir aussi de rajouter les urgences et la réanimation dans un site extrêmement occupé. Je veux dire, moi, j'ai plutôt l'habitude de raisonner sur des sites où on est en train de prendre en compte un contexte et de repartir d'un contexte pour aller mettre de la modernité. L'idée de faire un hôpital tout neuf, comme par exemple l'hôpital de Nantes, sur laquelle travaille Charlotte Pic-Labatte, de jour au lendemain comme ça, moi je n'ai pas d'idée préconçue, je ne saurais pas faire. Par contre, des idées de restaurer des bâtiments, je travaille sans arrêt là-dessus, et je pense que c'est un très gros sujet contemporain de redonner de la vie, de réorienter la vie dans des constructions qui ont été construites depuis la dernière guerre, dans tous les sens, de toutes les façons, des fois un peu n'importe comment, et surtout avec d'autres usages. Et redonner la vie, ça c'est un vrai sujet contemporain, et principalement dans les hôpitaux, oui. L'hôpital tout neuf dans les champs de betteraves, je ne suis pas sûr que ce soit un sujet le plus courant. À suivre. Je vous remercie en tout cas, messieurs, pour cette intervention. Vous pouvez évidemment échanger avec les acteurs de cette conférence. Nous avons dans un bon petit quart d'heure une autre conférence consacrée au regroupement des activités d'hépatogastro-entérologie du CHU de Bordeaux,
avec Charlotte Pic, qui est architecte au sein de l'agence Art & Build, et Patrick Essa, ingénieur général du CHU de Bordeaux. Vous êtes les bienvenus pour assister à cette conférence dans un bon petit quart d'heure. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir, mesdames et messieurs.